Cette vidéo est sponsorisée par YFood. Oh là là, j'ai pas arrêté aujourd'hui. La vie active, c'est vraiment pas facile. J'ai pas une minute à moi. Et pas la foi de me faire à manger. Et depuis quand passer ses journées à binge-watcher Netflix, c'est la vie active, mon petit Billy? Bah Et tu vas quand même pas sauter un repas à cause de la flemme, hein? Soit ça, soit me commander un gros burger bien gras. Oh là là, t'es incorrigible, toi, hein? Heureusement que je suis là pour te proposer une vraie solution, mon con. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va présenter YFood à Billy. YFood, c'est un assortiment de bars et de boissons de divers goûts qui vont te permettre de faire le plein d'énergie facilement. Goûte-moi ça, va. Et en plus c'est super bon. Les bouteilles contiennent 26 vitamines et minéraux et sont disponibles en deux tailles, 330 ml et 500 ml, mais aussi en deux versions, à base de lait de vache et de lait vegan. Pour résumer, c'est un repas complet et équilibré à boire en 5 minutes et qui va te rassasier pendant 3 à 5 heures. Et ils font même des bars qui sont tout aussi saines que les boissons. Et laisse-moi deviner, t'as une super offre à me proposer, c'est ça? Tu devines bien, mon con. Profite d'une réduction sur les packs découvertes grâce à mon code Guillaume-YouTube ou en suivant le lien dans la description. 5 boissons de 500 ml pour essayer tous les goûts ou 8 bars qui te permettront là aussi de tout tester. Les frais d'expédition sont offerts pour toute commande de packs découvertes à destination de la France et de la Belgique et pour toute commande supérieure à 25 €, peu importe la destination. Et que je te reprenne pas à sauter des repas, hein, sinon ça va barder. Ah bah non, ça risque pas. Merci John Michael et merci YFood. De rien, ma gueule. En travaillant sur X-Files, Vince Gilligan fit l'expérience de ce que l'on pourrait appeler la télévision classique. Il s'agissait là d'une série qui pouvait continuer à se développer encore et encore et encore, sans véritable conclusion en ligne de mire. Ce n'était pas une fiction suivie, sérialisée, dans le sens où chaque nouvel épisode n'était pas vraiment la suite directe du précédent. Il s'agissait simplement d'une nouvelle aventure prenant place dans le même univers, avec les mêmes personnages. Les personnages changeaient-ils d'épisode en épisode? Non, ou très peu. Et c'était le but. Quand on lance un épisode de X-Files, on sait exactement à quoi s'attendre. On est en terrain connu. Il ne fallait pas prendre le risque de désarçonner le public en changeant la recette sans crier gare, risquant ainsi une baisse d'audience, et il fallait s'assurer que la série dure le plus longtemps possible pour que le studio se fasse de l'argent grâce à la syndication. Chose beaucoup plus simple à mettre en œuvre quand rien n'a de véritables conséquences dans l'univers fictif. Et puis arrive Breaking Bad. Breaking Bad qui se pose instantanément comme l'antithèse absolue de tous ces principes archaïques. Ici, les personnages évoluent. C'est même le but premier de cette histoire. Voir Walter White, petit professeur de chimie maladroit, devenir un dangereux criminel et voir les répercussions de ses actions sur le monde dans lequel il évolue. Bref, on commence avec un certain contexte et des personnages dans un état psychologique précis et on secoue tout ça d'épisode en épisode jusqu'à ce que tout ait changé. Contrairement à X-Files, Breaking Bad n'est donc pas constitué d'épisodes racontant chacun une histoire distincte. Chaque épisode apporte en réalité sa pierre à ce grand édifice narratif, reprenant bien souvent la suite directe du précédent. Breaking Bad, c'est une histoire étalée sur plusieurs saisons. Et toute bonne histoire doit avoir une fin. Quand le personnage principal aura achevé son processus d'évolution, quand Mr. Chips sera devenu Scarface, bref, quand Walter White sera pleinement devenu Heisenberg, il sera temps de conclure la série. Et même si cette série constituait l'expérience professionnelle la plus satisfaisante de son créateur Vince Gilligan, ce dernier était lucide vis-à-vis de ses autres séries qui n'avaient pas su s'arrêter à temps, ne devenant que l'ombre d'elle-même, et il ne voulait pas faire cette erreur. D'autant que Breaking Bad était une série respectée par son public et maintes fois récompensée. Il serait donc dommage de tout gâcher en étant trop gourmand. Et c'est ainsi qu'après avoir mis la touche finale à sa saison 4, le showrunner fit savoir à Sony Pictures Television qu'il était temps d'en finir. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler de la saison 5 de Breaking Bad. Enfin la première moitié. C'est parti. Quand Gilligan annonça cette nouvelle au studio à l'été 2011, on peut pas dire qu'ils l'ont pris avec le sourire. Bon, je dirais pas non plus qu'ils ont fait la gueule à Gilligan, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le truc, c'est que le studio commençait à peine à se faire de l'argent avec Breaking Bad. C'était donc pas franchement le moment idéal pour stopper la machine. Mais Gilligan leur présenta ses arguments et le studio se montra compréhensif, respectant la décision du showrunner. Mais bon, il va quand même falloir qu'ils s'arrangent entre eux. Pour Sony, plus il y aurait d'épisodes, et mieux ce serait pour eux financièrement parlant. Leur souhait, c'était que cette dernière saison soit constituée d'une vingtaine d'épisodes au lieu des 13 habituels. Pourquoi? Alors déjà à cause de la syndication, un concept dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur la saison 3, mais aussi parce qu'en télévision, à partir de la 5e saison, c'est la chaîne qui prend en charge l'intégralité des coûts de production. Autrement dit, AMC, tu vas raquer sévère. Mais comme on pouvait s'y attendre, chez AMC, ils sont pas ultra chauds. En fait, ils voudraient carrément que cette dernière saison se contente de 6 ou 8 épisodes max, histoire de réduire les coûts au maximum. Une proposition immédiatement rejetée par Gilligan et Sony. Nous sommes alors en août 2011, la saison 4 vient à peine de commencer sa diffusion, et des négociations compliquées sont entamées pour que sa suite voie le jour. À ce moment-là, il faut savoir qu'AMC traversait une période un chouïa compliquée concernant la gestion de ses séries télé. Des négociations interminables sur la saison 5 de Mad Men, des coupes budgétaires importantes sur la saison 2 de The Walking Dead ayant entraîné le départ de son showrunner Frank Darabont,
Bref, c'était un peu le chaos général chez AMC, et Breaking Bad fut comme la cerise sur le gâteau. Ainsi, face au manque d'enthousiasme de la chaîne, Sony et Gilligan décidèrent d'aller en démarcher d'autres. Et après 2 rendez-vous manqués, FX se montra à nouveau intéressé. Et l'histoire se répéta, car ayant vent de cette nouvelle, AMC monta au créneau et proposa 13 épisodes. Les négociations reprirent donc entre la chaîne, le studio et Gilligan, et le 14 août 2011, ce fut officialisé, les 3 parties tombèrent d'accord pour produire une dernière saison de 16 épisodes. Cette fois-ci, c'était concret, Gilligan savait exactement dans combien d'épisodes son histoire prendrait fin. C'était un sacré luxe, et il en était pleinement conscient. Car en télévision, il n'est pas rare que des séries soient annulées du jour au lendemain, sans que leurs auteurs n'aient eu la chance de leur écrire une conclusion satisfaisante. Ce ne serait donc pas le cas ici, et Gilligan aurait la chance de conclure sa série de la façon dont il le souhaitait. Sa petite communauté de fans serait donc ravie. Petite, car ce qu'il y a d'assez dramatique avec Breaking Bad, c'est qu'elle n'a jamais atteint de chiffres astronomiques lors de sa diffusion télévisuelle. Alors oui, le public grandissait de saison en saison, mais on était loin d'un succès tonitruant. Après 4 saisons, la moyenne par épisode était toujours en dessous de 2 millions de téléspectateurs, et qu'une série aussi qualitative passe à côté d'un succès mérité, c'était assez tragique. Et puis, Netflix. En septembre 2011, AMC fit un deal avec Netflix. Plusieurs de ces séries atterrirent donc sur la plateforme de streaming, dont les 3 premières saisons de Breaking Bad. Et ça a cartonné. D'un coup, la série fut accessible et le public put la découvrir, lui offrant enfin le succès qu'elle méritait tant. Breaking Bad fut en réalité l'une des premières séries que les gens ont binge-watché, terme qualifiant le visionnage en continu des épisodes d'une série, une pratique qui s'est développée via l'essor des plateformes de streaming. Le temps où le public devait attendre que la chaîne se décide à diffuser leur épisode préféré était donc terminé. Désormais, ils pouvaient voir n'importe quel épisode à n'importe quel moment. Breaking Bad devint donc extrêmement populaire du jour au lendemain. Un succès qui, loin de monter à la tête de Gilligan, lui mit une pression supplémentaire quant à la suite des opérations. Maintenant qu'il était attendu au tournant, il ne pouvait pas se permettre de décevoir le public. Avant de se mettre au travail sur cette dernière fournée d'épisodes, une décision d'importance fut prise en coulisses. AMC se mit d'accord avec Sony et Gilligan pour diviser ces 16 épisodes finaux en 2 fois 8 épisodes, diffusés à 1 année d'intervalle. Cela donnerait à Gilligan et son équipe le temps de peaufiner ces 16 épisodes et permettrait à AMC de faire d'énormes économies. Car entre chaque saison, les contrats des acteurs sont revus à la hausse, entraînant par conséquent une hausse de budget, soit exactement ce qu'AMC cherchait à éviter. Contractuellement, il s'agirait donc bien d'une seule et même saison, mais pour AMC, ça ferait 2 saisons pour le prix d'une. En novembre 2011, le travail commença donc pour Gilligan et ses scénaristes, qui firent tous leur grand retour pour commencer à travailler sur ces 8 épisodes pas tout à fait finaux mais bon quand même un peu. En bouclant la saison 4, les auteurs avaient une légère appréhension concernant la suite de la série. Ayant évité de justesse l'annulation entre les saisons 3 et 4, ils avaient peur que l'histoire se répète et que l'issue leur soit moins favorable cette fois-ci. C'est pourquoi ils firent en sorte de ne pas terminer la saison 4 sur un cliffhanger. Si la série devait s'arrêter là, ce ne serait pas trop frustrant pour le public. Il manquerait une véritable conclusion évidemment, mais on serait loin de la torture infligée par la conclusion de certaines séries annulées par leur chaîne. Ils furent donc particulièrement heureux de pouvoir reprendre le travail et de pouvoir préparer le grand final de cette histoire. Ils sont également ravis par le format de 2 fois 8 épisodes qui leur donne du temps, ce dont ils manquent cruellement en temps normal. Comme d'habitude, ils commencent donc à élaborer l'histoire de la saison de manière globale. Une fois cette ligne directrice gravée dans le marbre, ils peuvent ensuite s'attarder sur chaque épisode individuellement. Et là où ils prenaient généralement 2 semaines par épisode sur la saison précédente, ici ce sera 3, leur permettant de soigner les détails. Très vite, Gilligan présente ses idées à ses partenaires. La première, celle du teaser qui ouvrira cette nouvelle saison. Le showrunner veut un flash-forward avec Walt dans un sale état, meurtri, négligé, qui se procure une mitrailleuse M60. Pourquoi ? Que compte-t-il en faire? Le showrunner n'en a strictement aucune idée. Il se dit juste que cela constituera un début de saison extrêmement cool, montrant au public que les enjeux seraient particulièrement élevés. Oui, ce genre de choses arrive. Ils se mettent aussi rapidement d'accord sur le final de mi-saison et conçoivent le reste des 8 épisodes au fur et à mesure. Et s'il leur arrive parfois de réfléchir à la suite, à savoir les 8 épisodes finaux, ils choisissent cependant de ne pas trop s'attarder dessus, préférant s'en occuper le moment venu. Ce qu'il leur faut, c'est au minimum une vague idée du chemin que prendra l'histoire de ces 8 épisodes pour la mettre en place de la meilleure manière possible. Et si Gilligan a bien quelques idées concernant le grand final, rien n'est véritablement arrêté pour le moment. Après quelques mois de travail, les scripts commencent à voir le jour, et en mars 2012, l'équipe se tient prête à Albuquerque pour entamer le tournage de ce début de saison 5. Le fait que Breaking Bad soit soudainement devenu un grand succès à l'aube du tournage de la saison 5 n'a pas eu que des effets positifs. Étant donné que les gens se sont littéralement pris de passion pour elle, cela signifiait qu'il y avait un plus grand risque de fuite. Et c'est Bryan Cranston qui en fit les frais. Alors qu'il se trouve en repérage à Albuquerque pour l'un des premiers épisodes de la saison 5, un homme fracture sa voiture et s'enfuit avec son iPad dans lequel se trouvait le script de l'épisode en question. Fort heureusement, la police a fini par retrouver le coupable dans un strip club où il tentait de vendre le script. C'est en fait un client potentiel qui a prévenu les autorités, empêchant ainsi le script de fuiter sur le web. Un bon gars.
L'épisode 1, Les Fleurs Die, sera mis en scène par le directeur photo de la série, Michael Slovis. Et ce dernier reçut le script avec un mois d'avance pour pouvoir préparer une séquence en particulier. Une séquence qui allait demander pas mal de ressources de la part de toute l'équipe pour être mise en boîte dans les temps. Lorsque la réalisatrice et productrice Michelle MacLaren lui tend le script, elle lui dit purement et simplement « On ne sait pas du tout comment réaliser cette scène ». De quoi mettre en confiance. Mais avant ça, ils tourneront le teaser de l'épisode. Pour cause, le teaser met en vedette un Walt chevelu. Il pourra donc utiliser les vrais cheveux de Cranston avant de les lui raser pour la suite du tournage. L'équipe se penche ensuite sur la fameuse séquence impossible. Dans celle-ci, Walt, Jesse et Mike s'attellent à faire disparaître des preuves pouvant les inculper. Les preuves en question étant les vidéos stockées sur le disque dur de l'ordinateur de Gus Fring, lui-même stocké dans la salle des preuves au sein du poste de police d'Albuquerque. Et pour ce faire, les personnages utilisent un aimant surpuissant qui va causer une vraie pagaille dans la salle des preuves, faisant s'envoler la plupart des objets vers le mur derrière lequel se trouve le fameux aimant. L'équipe des effets spéciaux aura donc pas mal de boulot avec cette scène et utilisera des techniques à l'ancienne pour la réaliser, attachant les objets à du fil de pêche et tirant dessus pour les faire s'envoler. Fil de pêche qui sera ensuite effacé grâce à la magie des effets visuels. Et concernant l'action prenant place à l'extérieur et qui voit Jesse et Walt à l'intérieur d'un fourgon contenant le fameux aimant, l'équipe tourne ses plans au sein du véritable poste de police d'Albuquerque. À la fin de la scène, Walt active l'aimant à puissance maximale, ce qui renverse le fourgon. Pour obtenir ce résultat, ils utiliseront une plateforme qui permettra de faire pencher le véhicule. Sauf que le jour J, ils se rendent compte que la plateforme en question est bien plus énorme que ce que l'équipe avait envisagé. Ils devront donc également l'effacer en post-production, ce qui demandera 2 à 3 semaines de travail. Le plan en question étant assez complexe, tourné caméra à l'épaule, avec plusieurs figurants passant devant le fourgon. Des figurants incarnés par la police d'Albuquerque d'ailleurs. En tout, c'est pas moins de 53 plans à effet visuel que comptera l'épisode, soit bien plus que la moyenne habituelle de la série. Autre plan d'importance, le plafond du super labo post-incendie. Pour Gilligan, il était important de montrer le décor une dernière fois, et surtout que Hank y mette les pieds. Mais le décor ayant été détruit à la fin du tournage de la saison 4, ils durent donc le rebâtir à partir de rien. Ils firent donc bien attention à ne concevoir que ce qui serait nécessaire à l'écran, car la scène est très courte, et le décor peut vite coûter cher. Ils se contentent donc de 3 murs, et le plafond sera créé en CGI. L'épisode 2, Madrigal, mis en scène par Michelle MacLaren, permet de présenter, Madrigal du coup, la société allemande qui finançait l'organisation de Gus. Et étant donné que la séquence est censée prendre place à Hanovre en Allemagne, il était nécessaire de trouver un lieu de tournage qui tranche avec le look habituel de la série. Et trouver l'endroit parfait fut relativement compliqué. Ils finissent cependant par jeter leur dévolu sur un lycée d'Albuquerque à l'architecture particulièrement moderne. Là, ils font attention aux moindres détails. Costumes, déco, accessoires, tous ces éléments doivent apporter l'authenticité nécessaire à la représentation d'une entreprise allemande. Le moindre panneau doit également être traduit en allemand par l'équipe artistique. Ils font également attention à ce qu'aucune prise électrique n'apparaisse dans le champ de la caméra parce qu'une prise américaine aurait un petit peu ruiné leur quête d'authenticité. Autre détail d'importance, ils demandent à Norbert Weiser, l'acteur incarnant Peter Schuller, le protagoniste de cette séquence, de porter son alliance sur la main droite, car aux USA, on la porte du côté gauche. Après avoir trouvé le lycée, il leur reste cependant à trouver une salle de réunion qui soit elle aussi crédible en tant que salle de réunion allemande. Et là, c'est la grosse galère. Pas moyen de trouver un endroit qui convienne. Mais étant donné que la scène en question voit le personnage de Peter Schuller se faire présenter diverses sauces de fast-food conçues par son équipe, quelqu'un propose de faire se dérouler la scène dans une cuisine du lycée où il tourne le reste du teaser. Et la cuisine en question n'ayant pas encore été utilisée, elle se trouvait dans un état immaculé qui convenait parfaitement à la séquence. Pour la suite, le personnage de Peter Schuller est censé se donner la mort par auto-électrocution après s'être enfermé dans les toilettes. Le décor des toilettes sera d'ailleurs conçu au sein même du lycée, qui dispose d'un département télévision et d'un studio. Et comme le personnage de Schuller doit tomber tête la première sur le sol, l'équipe artistique conçoit un sol en mousse pour amortir le choc. Il faut cependant trouver la juste mesure, histoire que les pieds de l'acteur ne s'enfoncent pas dans le sol quand il marche dans le décor. Tout est problème et résolution de problème. Madrigal, c'est l'épisode qui introduit le personnage de Lydia Rodart Quayle, qui aura son importance dans la suite de la série. Il s'agit d'un type de personnage que Gilligan et ses auteurs avaient très envie d'explorer, la criminelle de bureau. Ainsi, c'est l'actrice écossaise Laura Fraser qui est choisie pour l'incarner. Et lors de son premier jour de tournage, elle débarque pour une scène de 9 pages de dialogue avec Jonathan Banks. Et si l'actrice est particulièrement nerveuse, elle s'en sort très bien, impressionnant toute l'équipe avec sa préparation et son accent américain absolument impeccable. La scène qui introduit son personnage présente quant à elle un petit challenge de mise en scène. Assise au milieu des pompes de Madrigal, le script précise que le personnage doit être subtilement mis en avant, sans que cela ne se remarque trop. Facile à écrire, plus difficile à mettre en œuvre. De nombreuses prises seront ainsi nécessaires pour arriver au résultat le plus satisfaisant. Cet épisode marque aussi le retour du bâtiment de la DEA, mais si l'équipe utilisa un vrai bâtiment d'Albuquerque dans les saisons précédentes, ce n'était pas forcément pratique, car il n'y avait qu'un ascenseur à disposition pour faire monter 8 étages à 100 personnes et à tout l'équipement. Pour cette saison, le décor sera donc construit en studio. Concernant la demeure de Lydia maintenant, l'équipe se met à la recherche d'une maison luxueuse aux alentours d'Albuquerque, mais qui ne montre pas trop la ville, le personnage étant censé habiter Houston. Lors de leur recherche, une maison située dans les hauteurs d'Albuquerque tape dans l'œil de la réalisatrice Michelle MacLaren.
Une maison conçue par son propriétaire, un architecte qui, pour la petite anecdote, avait également dessiné les casernes de pompiers de la ville d'Albuquerque. Ils obtiennent donc ce lieu de tournage, mais seulement pour une journée, ce qui fait qu'ils y tourneront également une scène de l'épisode 5 censée s'y dérouler. Sur l'épisode 3, Hazard Play, Adam Bernstein fait son retour et met en scène l'une des grandes nouveautés de cette saison. Car dans la saison 5, Walt et Jesse reprennent les affaires, mais n'ont bien évidemment plus accès au super labo de Fring. Il faut donc leur trouver un nouveau lieu de travail. Et si les auteurs envisagent pendant un temps le retour du camping-car, ils laissent tomber cette idée au profit de celle de Gilligan, bien plus originale. Le showrunner avait en effet une idée en tête depuis des années, après avoir vu ces nombreuses maisons bâchées pour des insectisations en Californie. Et si Walt et Jesse s'installaient dans une de ces maisons pour y cuisiner de la meth? Cela ferait un labo parfait, à l'abri des regards et des suspicions. Les auteurs y réfléchissent, mais de prime abord, cela paraît difficilement faisable. Ils tentent alors de se mettre à la place de Walt. Comment procéderait-il, lui, le génie? Ils s'accrochent à l'idée et finissent par trouver une solution. Pour que cette situation puisse avoir lieu de façon logique et crédible, il faut que les deux personnages aient comme complices les employés d'une compagnie de désinsectisation. Sauf qu'a priori, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Et puis quelqu'un soumet une idée. Et si les employés en question étaient déjà des criminels? Bingo, la situation est débloquée. Sauf qu'en faisant leurs recherches, les auteurs découvrent qu'il est en fait plutôt rare de bâcher des maisons au Nouveau-Mexique. Ah. Bon. Au pire, on s'en fout, hein. Pour tourner cette séquence de cuisine pas comme les autres, l'équipe investit deux maisons à seulement quelques rues d'écart. Une bâchée pour tourner les plans en extérieur et une autre pour les intérieurs. Car tourner à l'intérieur d'une maison sous-tente aurait été bien trop compliqué pour les allées et venues de l'équipe. De plus, cela a permis à l'équipe artistique de préparer le décor intérieur pendant que l'équipe de tournage mettait en boîte les plans de l'autre maison, permettant un gain de temps considérable. Et pour trouver la maison parfaite, l'équipe avait plusieurs exigences. D'un côté, il fallait assez de surface pour pouvoir y placer une tente sous laquelle serait installé le labo mobile de Walt et Jesse, mais il ne fallait pas pour autant que la maison soit trop grande, car elle devait appartenir à une famille de classe moyenne. Il s'agissait donc de trouver le bon équilibre en termes de surface. Les auteurs et l'équipe artistique firent donc preuve d'un investissement sans borne pour rendre crédible la faisabilité de cette entreprise. Cet épisode, c'est également celui qui a introduit le personnage de Todd, incarné par Jesse Plemons, un personnage qui prendra de l'importance au fur et à mesure de la saison. Concernant la séquence où Walt et Jesse font la cuisine, l'équipe souhaiterait aller plus loin que d'habitude en montrant la réaction chimique à l'aide d'effets visuels. Et c'est en surfant sur Vimeo que Peter Gould trouve le visuel parfait qu'il montre à l'équipe et dont ils finissent par acheter les droits pour les intégrer à l'épisode. Lors d'une scène de l'épisode, Walt et son fils regardent Scarface, un moyen pour Gilligan de boucler la boucle, le film ayant eu une influence énorme sur la série. Et pour ce faire, Al Pacino lui-même dut donner son approbation, ce qui fit énormément plaisir au showrunner. Sur 51, l'épisode 4, Rian Johnson fit son retour après avoir mis en scène l'épisode de la mouche sur la saison 3. Dans cet épisode, Anna Gunn hérite d'une scène qui lui demandera beaucoup d'investissement tant sur le plan physique que psychologique. Une scène dans laquelle le personnage de Skyler, désespéré, s'immerge complètement habillé dans la piscine de sa maison face aux réactions désemparées de Hank, Mary et Walt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anna Gunn souffre de claustrophobie, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout à l'aise avec le fait d'être immergée dans l'eau. L'actrice était donc très réticente à l'idée de tourner cette scène et doutait d'être capable de faire ce qu'on attendait d'elle. Mais comme elle le dit elle-même, en tant qu'acteur, on apprend à dire oui à tout ce qu'on nous demande. Mais ce n'est pas tout, car pour obtenir un rendu visuel plus saisissant, Rian Johnson voudrait que sa robe flotte autour d'elle une fois dans l'eau. Ainsi, pour avoir le contrôle sur le vêtement immergé, l'équipe conçoit une sorte de cage en plastique posée sur une plateforme, dans laquelle l'actrice devra se glisser au fond de la piscine pour y être maintenue. Et autant dire que ça va pas spécialement la rassurer. Le jour précédent le tournage de cette scène, Anna Gunn passe ainsi l'après-midi avec le coordinateur des cascades Al Goto, qui va l'aider à répéter la scène et faire en sorte qu'elle se sente à l'aise dans l'eau. Et sur le coup, ça marche. Mais le jour J, c'est plus compliqué. Le tournage prenant place de nuit, une fois immergée, l'actrice est plongée dans la pénombre et ne voit plus l'extérieur, ce qui ravive sa claustrophobie. Ce sera donc une nuit de tournage particulièrement rude pour l'actrice, qui fera cependant de son mieux pour outrepasser sa peur et être à la hauteur. Cette scène particulièrement fastidieuse sera ainsi tournée jusqu'au petit matin. Mais c'était que dalle comparé à l'épisode 5. Dead Freight est écrit et mis en scène par George Mastras. Pendant le processus d'écriture, les auteurs se sont vite rendus compte que Jesse et Walter allaient avoir un problème. Et quand les personnages ont des problèmes, bien souvent, ça devient le problème des auteurs. Sans la méthylamine nécessaire à la conception de la méthamphétamine, comment Walt et Jesse allaient pouvoir continuer leur entreprise? Ils allaient devoir trouver un moyen de s'en procurer. La volée était donc la meilleure solution. Mais la volée à qui? Et comment? Ils envisagent alors un braquage de poids lourd. Mais rapidement, ils finissent par opter pour une autre solution. Une solution bien plus en adéquation avec la nature même de Breaking Bad, qualifiée depuis ses débuts de western contemporain. Walt et Jesse ne braqueraient donc pas un poids lourd, mais un train. Dans un premier temps, ils imaginent que les personnages utiliseront un hélicoptère qui viendra pomper le réservoir du train tel un moustique. Et puis, ils redescendent sur Terre. Au sens propre comme au figuré. Déjà qu'un braquage de train c'est ambitieux, si en plus on ajoute un hélicoptère dans l'équation, ça devient carrément mission impossible. Ils font donc de nombreuses recherches pour arriver à un déroulement acceptable. Le train sera immobilisé et Walt, Jesse et leurs complices feront en sorte de pomper la méthylamine dans un réservoir enterré et de remplacer la méthylamine subtilisée par de l'eau pour que personne ne puisse remarquer la différence en pesant le wagon. Leurs assistants se démènent également pour trouver les renseignements nécessaires à la crédibilité de cette séquence. Quelle est la différence de poids entre l'eau et la méthylamine? À quelle vitesse l'eau va se diluer dans la méthylamine? Sur quel wagon se trouverait le réservoir? Reste plus qu'à organiser tout ça.
et ça va être un beau bordel. Quelques mois avant le tournage, l'équipe doit cependant être sûre d'avoir un train et une voie ferrée à disposition pour s'assurer de la faisabilité de l'épisode. Et c'est un certain Bill King, manager d'une voie ferrée au nord de Santa Fe, qui débloque la situation. L'homme leur louera donc toute la voie ferrée ainsi qu'un train. En mai 2012, toute l'équipe est donc sur le pied de guerre. Et si tout le monde ressentait une joie quasi juvénile à l'idée de tourner cette séquence d'attaque de train, il y avait également beaucoup de pression, car c'était rien de moins que le plus grand défi logistique de la série qui s'annonçait. George Mastras, dont c'était la première fois en tant que réalisateur, fit de son mieux pour être fin prêt le jour J, se rendant 2 fois sur la voie ferrée pour étudier les lieux et discutant longuement avec Bill King pour en apprendre le plus possible sur le fonctionnement du train. Ainsi, lorsque l'équipe pose ses caméras pour enfin mettre en boîte cette séquence, elle ne dispose que de 4 jours sur place. Et sachant qu'il s'agit de la séquence la plus difficile à tourner de la série, il va falloir aller vite. C'est une vraie opération militaire qui prend place sur la voie ferrée, avec 3 équipes tournant en simultané. Une avec Cranston et Paul sous le pont où le train est stoppé, une deuxième équipe au passage à niveau avec Bill Burr et un poids lourd, et une troisième dans les fourras avec Jonathan Banks qui observe ce petit monde de loin. L'un des premiers plans à mettre en boîte fut l'arrivée du train. Et pour ce faire, ils durent s'y reprendre à plusieurs reprises. Et cela prit pas mal de temps, car faire reculer le train et ses 12 wagons de 200 mètres de long sur environ 1 km demandait pas moins de 30 minutes à chaque fois. En tout, il leur fallut pas moins de 3 heures pour obtenir le plan que Mastras avait en tête. Et ensuite, la locomotive tomba en panne. Et c'est même pas une blague. Étant donné qu'elle datait quand même de 1954, elle a pas supporté toutes ces allées et venues en l'espace de 3 heures et... elle est morte. Le coup dur. Le coup dur parce que le premier jour était dédié à tous les plans du train en mouvement. Toute leur organisation tombe donc à l'eau au bout de seulement quelques heures de travail. Autant dire qu'à ce moment-là, l'équipe passe pas le meilleur moment de sa vie. Cette séquence ambitieuse se tournait loin d'Albuquerque et beaucoup d'argent avait été dépensé pour envoyer l'équipe sur place pour ces 4 jours. Ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de tout annuler. Il y avait trop en jeu. D'ailleurs, au tout début du processus, ils avaient pensé tourner sur place pendant seulement 2 jours. Ils ont été bien inspirés de changer d'avis. Et donc, pendant que les mécaniciens se démènent pour réparer la locomotive, l'équipe modifie le plan de travail et tourne tous les plans du train statique. Mais heureusement, après 2 jours de panne, le train est de nouveau opérationnel grâce aux mécaniciens qui travaillèrent jusqu'à 3 heures du matin pour remplacer la pièce défectueuse. Ils furent donc en mesure de tourner le reste de la séquence. Une séquence compliquée pour tout le monde donc, et notamment pour les acteurs qui doivent faire et refaire des prises dans lesquelles ils transportent du matériel lourd, gravissent une colline, voire escaladent un wagon pour Jesse Plemons, le tout en plein cagnard. Et en faisant attention aux serpents. Parce que oui, il y en avait quelques-uns dans le secteur. Heureusement, un homme était là spécialement pour s'en occuper. Le dernier jour, Mastras voudrait bien tourner un plan de Jesse sous le train en mouvement. Et si Aaron Paul est partant pour le tourner en vrai, cette proposition lui est catégoriquement refusée. Ce qu'ils vont faire, c'est tourner un plan fixe du train en mouvement, puis tourner le même plan sans train, mais avec Aaron Paul sur les rails. Il n'y aura alors plus qu'à combiner ces 2 plans au montage pour donner l'illusion que Jesse était bien en dessous. Ils utilisent ensuite le même procédé pour un plan en plongée filmé avec une grue, qui révèle Jesse suite au passage du train. Concernant l'invité surprise de fin d'épisode, l'équipe trouve le candidat parfait à Albuquerque. Sam Webb, un jeune garçon d'une dizaine d'années, pratiquant le motocross en compétition et très à l'aise avec les tarentules. Et donc, au terme de 9 jours de tournage, soit un de plus que les 8 habituels, l'épisode est en boîte. À l'origine, l'épisode 5 devait s'appeler Dark Territory et pas Dead Freight. Dark Territory étant le nom que l'on donne à une zone où un train est dans l'incapacité d'établir le moindre contact avec le monde extérieur. Le problème étant qu'un film de Steven Seagal nommé Under Siege 2 Dark Territory utilisait déjà le concept et se déroulait dans un train. Il y avait même Jonathan Banks dedans, regardez. Someone's been shot. Where? Here. Du coup, pour éviter tout problème, l'épisode fut renommé Dead Freight. Buyout, l'épisode 6, est mis en scène par Colin Buxey, qui signola son 4e épisode de la série. Et cet épisode fut écrit dans une certaine panique par Jennifer Hutchison. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gilligan tenait à ce que les scénaristes qui le souhaitaient puissent passer derrière la caméra, ou soient au moins présents sur le plateau d'Albuquerque pour assister le réalisateur sur leur épisode. Sans compter le fait que la plupart d'entre eux avaient également des responsabilités en tant que producteurs. Ce qui signifie que petit à petit, la salle des auteurs s'est retrouvée dépeuplée. Peter Gould est parti aider Adam Bernstein sur l'épisode 3, Sam Catlin est parti aider Ryan Johnson sur le 4, George Mastras est parti tourner son épisode 5, Gilligan est parti avec lui pour être présent lors du tournage sur la voie ferrée à Santa Fe, bref, tout ça pour dire que ces absences ont fini par avoir des conséquences sur le calendrier des auteurs. Et c'est cet épisode 6 qui en pâtit le plus. Car comme si tout ça ne suffisait pas, les auteurs durent reconcevoir l'acte 4 3 ou 4 fois avant d'en être satisfaits. Ainsi, pour ne pas prendre trop de retard, Gilligan demanda à Hutchison de commencer la rédaction alors que l'acte 4 était encore en cours de réflexion. Oui, des fois ils sont pas super bien organisés, mais ils compensent avec le talent. Dans la salle des auteurs, il y a un tableau avec des cartes sur lesquelles les auteurs écrivent toutes leurs idées et envies. Et parmi elles, une nouvelle rencontre entre Skyler et Jesse. La seule et unique fois où les personnages avaient interagi remontant à l'épisode 2 de la série, les auteurs sentaient qu'il était temps de remettre ça, le potentiel comique d'une telle interaction étant énorme. C'est donc Hutchison qui hérita de cette scène, qu'elle considérait alors comme sa favorite parmi celles qu'elle avait écrites sur la série. Parfois, sur un tournage, quand l'équipe s'affaire à tout mettre en place, les acteurs s'ennuient. Et c'est un jour comme celui-ci qu'Aaron Paul décida de tenter une petite expérience en toutant le numéro d'une cabine téléphonique située juste devant le local servant de décor à Vamonos Pest, la compagnie de désinsectisation. Ni une ni deux, l'acteur reçut des appels en provenance du monde entier, ce qui l'aida à passer le temps. En fait, il y a eu tellement d'appels qu'ils ont été obligés de laisser le téléphone décrocher au bout d'un moment.
Dans la seconde moitié de l'épisode, Walt se trouve attaché à un radiateur par Mike sur le point de vendre la méthylamine et qui sait très bien que Walt souhaite empêcher ce deal. Bref, pour s'en sortir, Walt fait ce qu'il sait faire le mieux, de la science. C'est en utilisant les fils électriques d'une cafetière que Walt parviendra à s'en tirer. Une cafetière que le réalisateur Colin Buxey fera lui-même rouler jusqu'à la caméra, et étant présent dans le champ à ce moment-là, il devra être effacé en post-production. Bref, le plan de Walt, brûler le bracelet en plastique qui le retient prisonnier. Et ce sont de véritables fils électriques qui seront utilisés au moment du tournage. Sur un faux poignet par contre. Ouais, Cranston il est dévoué, mais faut pas déconner non plus. Sur Say My Name, l'épisode 7, c'est au tour de Thomas Schnauz de faire ses premiers pas en tant que réalisateur, lui qui fut le directeur photo de Vince Gilligan sur son film de fin d'études. Le teaser de l'épisode prend place dans le désert. C'est un endroit que l'équipe connaissait déjà, car elle y avait tourné une scène de l'épisode précédent. Sauf qu'au moment de tourner, ils se rendent compte qu'une clôture a été érigée entre-temps en vue d'un grand chantier de construction. Schnauz dut donc réadapter ses plans en conséquence, ce qui fit que les acteurs étaient désormais face au soleil et au vent particulièrement puissants. Ça va, c'est pas non plus le pire des aléas qu'ils aient connus. Ce dont Schnauz a peur en vérité, c'est que ce teaser ne parvienne pas à capter l'intérêt des spectateurs. Pour cause, de son point de vue, il s'agit de 7 pages de monologue de Walter en plein désert. Il a beau avoir écrit la scène lui-même, il a peur que le résultat soit ennuyeux et se demande comment rendre ça intéressant. Mais dès que Cranston débarque, ses doutes s'envolent. L'acteur fait des merveilles avec son texte et Schnauz en vient même à se demander pourquoi il s'inquiétait en premier lieu. Il tourne ensuite une séquence dans la salle de réunion de la DEA avec Dean Norris, où Hank discute en visioconférence avec son supérieur. À l'origine, il était prévu de ne pas tricher et de véritablement filmer le dialogue entre Norris et son interlocuteur, connecté à l'écran depuis une pièce voisine. Mais ça va pas se passer comme prévu. Quelle surprise! Au bout de quelques prises, l'écran surchauffe et tombe en panne. Comme la loco. Dean Norris devra donc jouer et réagir face à un écran noir et son interlocuteur sera incrusté en post-production. Mais le moment capital de cet épisode, c'est bien évidemment celui qui constitue un énorme spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé la série, donc cassez-vous, je veux plus vous voir. Cet épisode, c'est rien de moins que celui où Mike trouve la mort. Un personnage adoré par tout le monde, que ce soit les auteurs ou le public, et auquel l'acteur Jonathan Banks avait su apporter énormément d'humanité derrière cette façade de dur à cuire invincible. En réalité, les auteurs ne voulaient pas tuer Mike, ils aimaient trop ce personnage, mais c'était une étape nécessaire pour le développement de Walt. Lorsque les auteurs prirent cette décision, Gilligan redouta la réaction de Jonathan Banks, mais il tenait cependant à lui annoncer la nouvelle en face. Ainsi, il choisit de le faire pendant la fête de fiançailles d'Aaron Paul, quelques mois avant le début du tournage. Soit le pire moment possible. Gilligan, tu es un génie, mais peut-être pas tous les jours. Si Gilligan n'avait pas forcément prévu de le faire à ce moment précis, quand Banks lui demanda, je cite, des informations sur la suite de sa carrière, il comprit qu'il ne pourra pas s'y soustraire. Et face à cette triste nouvelle, Banks, qui est un vrai tendre sous César Ronchon, ne lui mit pas son poing dans la figure. Une vraie petite victoire pour Gilligan. Et lorsque vint le jour J, l'acteur fut purement et simplement terrassé. Il était si malheureux à l'idée de dire adieu à ce personnage, à cet univers, mais aussi à cette équipe, qu'il eut énormément de mal à contenir ses émotions. Pour l'aider à affronter ces dernières heures, il demanda carrément à Cranston de venir lui tenir la main. Oh, I'm so glad we're getting rid of you. Oh my god. Et Banks étant particulièrement apprécié par ses collègues, l'équipe tout entière lui rendit hommage en portant un brassard noir lors de cette journée douce amère. Pour tourner le plan où Walt tire sur Mike à travers la vitre de sa voiture, ils utilisent le même procédé que sur l'épisode du train, à savoir 2 plans qui seront combinés plus tard grâce à la magie du numérique. Dans la première prise, ils tournent l'action avec Banks et Cranston, mais sans la vitre côté conducteur. Ensuite, ils font une seconde prise où la vitre est brisée à distance. Pourquoi? Tout simplement par mesure de sécurité, car en explosant, la vitre aurait pu blesser Jonathan Banks. Et Jonathan Banks n'aime pas du tout se prendre des éclats de verre dans les yeux. Il déteste ça. Et ce fut donc une fin de tournage pour Jonathan Banks, qui n'oubliera jamais cette expérience. Mais qui sera peut-être de retour un jour, qui peut le dire? Gliding Overall, le final de mi-saison, est à nouveau réalisé par Michelle McLaren, qui va se faire plaisir avec une séquence pleine d'action. Dans cet épisode, Walt s'arrange pour faire tuer 9 anciens employés de Gus répartis dans 3 prisons, ce pour éviter qu'ils ne révèlent quoi que ce soit à la police. À l'origine, la séquence n'était pas censée être spécialement graphique, mais McLaren tenait à ce que l'on voit les meurtres. La scène est donc devenue bien plus violente et complexe à mettre en boîte. Mais avant toute chose, il faut trouver un lieu de tournage. Et c'est dans une prison abandonnée d'Albuquerque qu'ils poseront leur caméra après l'avoir remise en état. Lors des repérages, le bâtiment, qui n'avait pas été aéré depuis des mois, sentait pire que la mort et le sol était jonché de cafards morts. Certains membres de l'équipe finirent même par se sentir mal à cause de l'odeur. Pour pouvoir tourner sur place, l'équipe artistique s'attela donc à rénover les lieux et à repeindre 3 zones selon 3 codes couleurs spécifiques, ce pour donner l'impression d'alterner entre 3 prisons différentes. Ils sont forts, hein? Reste ensuite à y filmer tous ces meurtres sanglants. Pour l'occasion, la production fait appel à de nombreux figurants qui passent tous par une petite session maquillage pour se faire appliquer de faux tatouages. Concernant les meurtres eux-mêmes, les cascadeurs se chargeront de créer les chorégraphies de leur côté pour être fin prêts le jour J. Et étant donné que les meurtres seront principalement à base de coups de poignard, ils utiliseront des lames rétractables pour éviter de tuer les pauvres acteurs. Franchement, s'ils étaient vraiment dévoués, ils se seraient laissés poignarder. C'est pas cool. Et malgré les lames rétractables, les acteurs incarnant les victimes porteront des plastrons pour éviter tout incident. Ils utilisent ensuite la bonne vieille méthode du tas de carton pour amortir la chute d'un cascadeur. Imparable. Et vient ensuite la mise à mort la plus dangereuse de toutes, celle qui implique du feu. Dans un premier temps, ils mettent véritablement le feu à un décor de cellules recréé en studio qui se propage jusqu'au cascadeur Algoto. Ils tournent ensuite le reste de la scène dans la vraie prison avec Mike Bataillé, l'acteur incarnant Dennis. Cette fois-ci, ils font simplement illusion avec des sortes d'éventails de feu placés à des endroits stratégiques pour donner l'impression que la cellule entière est incendiée. Et c'est dans la boîte.
Gliding Overall marque également l'entrée en scène de Michael Bowen et Kevin Rankin dans les rôles de Jack, l'oncle de Todd, et son associé Kenny. Et les deux acteurs ont beau n'avoir qu'une seule scène, ils parviennent à s'imposer instantanément dans la peau de ces personnages qui, tout comme Todd, prendront de l'importance dans la suite de la saison. Une suite qui sera mise en boîte quelques mois plus tard. Pour l'heure, nous sommes à l'été 2012 et le tournage de cette première partie s'achève. Et ça part direct sur AMC, on perd pas de temps. Après que Kelly Dixon et Skip McDonald aient mis la main à la pâte au niveau du montage, que Dave Porter ait composé certains des morceaux les plus longs de la série et que les magiciens des effets visuels aient effacé ou incrusté tous les éléments qui demandaient à être effacés ou incrustés, les 8 premiers épisodes étaient fin prêts. C'est le 15 juillet 2012 que la saison 5 démarra sa diffusion sur AMC. Et avec 2,93 millions de téléspectateurs réunis sur ce premier épisode, on peut dire que ce fut un retour plus que satisfaisant. Pour rappel, le précédent record était de 2,58 millions sur l'épisode 1 de la saison 4. C'est l'épisode 3 qui obtint le score le plus bas à 2,20 millions et le 7 qui obtint la médaille avec 2,98 millions. En moyenne, cette première partie de saison réunit ainsi 2,59 millions de téléspectateurs. Comparé aux 1,86 millions de la saison 4, on était sur une augmentation moyenne de 40%, ce qui était loin d'être négligeable. Netflix avait fait le plus grand bien à Breaking Bad. Et en ce qui concerne les Emmy Awards, cette première partie de saison reçut pas moins de 8 nominations. Meilleure série dramatique, meilleur acteur principal pour Bryan Cranston, meilleur acteur secondaire pour Aaron Paul et Jonathan Banks, meilleure actrice secondaire pour Anna Gunn, meilleure réalisatrice pour Michelle MacLaren pour l'épisode Gliding Overall, et meilleur scénario pour George Mastras sur l'épisode Death Freight et Thomas Schnauz sur l'épisode Say My Name. Elle dut néanmoins se contenter de 2 récompenses, à savoir meilleure série dramatique et meilleure actrice pour Anna Gunn. Ce qui est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui vaut ce début de saison 5 ? Gus Fring est mort. Walter White a gagné. Il est enfin débarrassé de cette menace qui pesait sur lui et sa famille depuis des semaines. Il a tué l'homme qui possédait le pouvoir. Le roi est mort, vive le roi. Que va-t-il se passer maintenant que Walt n'a plus personne pour l'arrêter? Comment va réagir Skyler maintenant qu'elle sait ce dont Walt est capable? Et alors que l'organisation de Gus s'effondre, Hank va-t-il enfin pouvoir démanteler tout le réseau et démasquer Heisenberg? Beaucoup de questions qui trouveront donc leur réponse dans ces 8 épisodes. La saison 5 démarre très fort. À vrai dire, dès les premiers instants, c'est le choc alors que l'on découvre un Walt qui n'est plus que l'ombre de lui-même au sein d'un teaser se déroulant exactement 2 ans après le début de la série, soit à peu de choses près 1 an après la fin de la saison 4. Rongé par une année apparemment éreintante, Walter n'est clairement plus ce prof de chimie des débuts de la série. Et si ses intentions ne sont pas clairement explicitées, il est cependant évident qu'il prévoit de tuer, ce que prouve ce M60 qu'il se procure illégalement. Mais tuer qui? Et pourquoi? Cela reste un mystère. Un flash-forward qui met les pieds dans le plat donc, et qui nous révèle ce que l'on savait de toute façon déjà, cette histoire va mal se terminer. On reprend ensuite le cours normal des événements, mais en sachant au fond de nous que Walt fonce droit dans le mur. On s'en doutait, mais désormais, c'est une donnée acquise. On regarde donc ces épisodes avec un regard différent. On ne se demande pas comment Walt va s'en sortir, mais à l'inverse, comment il va chuter. Cependant, avant la chute, il y a l'ascension. Et c'est ce à quoi ces 8 épisodes sont dédiés. Comment le chimiste devient lui-même baron de la drogue. Comment Walter White devient définitivement Heisenberg. Mais dans un premier temps, il lui faut gérer les répercussions de la mort de Gus. On le sait, les scénaristes de Breaking Bad n'oublient rien. Et en l'occurrence, lorsque l'empire de Gus s'effondre, cela signifie énormément de problèmes à régler pour nos personnages. Rien n'est jamais laissé au hasard. Rien n'est jamais sans conséquences. Depuis ses débuts, la série est dédiée au processus. Et c'est toujours le cas ici. Walt, Jesse et un Mike réticent doivent donc détruire les preuves pouvant les incriminer, couvrir leurs traces, bref, s'occuper de toutes les ramifications de cette affaire. Dans un premier temps, il faut donc s'occuper de l'ordinateur de Gus qui contient toutes les données sensibles concernant l'organisation, et notamment des vidéos de Walt et Jesse dans le super labo. C'est là que prend place la fameuse séquence de l'aimant, qui nous permet d'ailleurs d'apprécier le développement de Jesse à travers la série. Le personnage ne ressemble en effet plus en rien au junkie immature de la saison 1. Il est désormais un homme intelligent et capable de prendre des décisions d'importance. Pour preuve, c'est lui qui a l'idée d'effacer les données du disque dur de Fring à l'aide d'un aimant. Une chose à laquelle ni Walt ni Mike n'avaient pensé. Yeah, bitch! Magnets! Oh! En résulte une scène superbement mise en scène par Michael Slovis, dont le sens du suspense fait clairement mouche. Pressé par le temps alors que les alarmes retentissent dans le commissariat, Jesse somme Walt de tout arrêter pour partir au plus vite, la mission étant de toute façon accomplie. Mais Walt, lui, insiste pour continuer, ce qui a pour conséquence de pratiquement ruiner toute leur opération. Cette séquence, au-delà d'être particulièrement cool, nous apprend donc une chose sur Walt, son orgueil est plus démesuré que jamais. On l'a vu, il refuse d'écouter les conseils des autres, et cet excès de confiance l'amène à commettre des erreurs. Pour autant, il dispose d'une indéfectible confiance en lui. It worked. How do we know? Because I say so. Walt se sent désormais invincible. Il a l'intime conviction que rien ne pourra jamais l'arrêter et se trouve complètement à l'aise dans cette nouvelle équation post-Gus. Une situation qui va donc l'amener à reprendre les affaires avec son partenaire Jesse sans personne pour lui dire quoi faire. No one to answer to except ourselves. Walt est au sommet. Il a le pouvoir, tout ce dont il a toujours rêvé en somme. Mais il reste cependant 2 problèmes. Le premier, Mike. Si le personnage a pris du galon au fur et à mesure de la série, c'est dans cette saison qu'il brille le plus, étant enfin au premier plan et permettant à Jonathan Banks de livrer sa meilleure performance dans le rôle de ce personnage entier et extrêmement attachant. Mike, c'est celui qui sait à quoi vous pensez avant même que vous y pensiez vous-même. C'est un homme qui a toujours plusieurs coups d'avance sur tout le monde et qui sait parfaitement cerner les gens. Il sait donc très bien qui est Walt au fond de lui, et par conséquent, il le déteste. Il déteste cet homme qui n'obéit qu'à son ego et qui est prêt à tout pour être au sommet de la pyramide, et ce même s'il ne le mérite pas. Just because you shot Jesse James, don't make you Jesse James.
Mike est constamment là pour faire redescendre Walt sur Terre, une chose que ce dernier n'apprécie bien évidemment pas du tout. Les deux personnages sont donc en conflit quasi permanent, obligés de travailler ensemble pour leur intérêt personnel, mais n'ayant strictement aucune affinité. Walt a besoin de Mike pour gérer l'aspect logistique de l'organisation, et Mike a désespérément besoin d'argent. S'il refuse dans un premier temps la proposition de Walt avec la franchise qu'on lui connaît, You are a time bomb. Tick, tick, ticking. And I have no intention of being around for the boom. il se trouve finalement contraint d'accepter. Pour cause, la DEA a mis la main sur les comptes bancaires illégaux où transitait l'argent de Fring. Cet argent, c'était celui que Mike conservait pour sa petite fille Kelly, mais aussi celui qui achetait le silence de ces hommes dans l'hypothèse où il serait arrêté. Une hypothèse qui va bien vite se réaliser. Sans cet argent, ces hommes pourraient donc très bien parler à la DEA, ce qui ne serait pas bon pour Walt, Jesse, Mike, mais aussi Lydia. Lydia Rodart Quayle, employée de Madrigal, mais surtout complice de Gus qui l'a aidé à établir son réseau et se trouve désormais dos au mur, apeurée à l'idée d'être confondue par la DEA. Lydia, c'est probablement l'un des personnages les plus dangereux de la série, car loin de posséder la force mentale nécessaire pour résister à la pression d'une telle situation, elle est prête à tout pour protéger ses propres intérêts. Elle n'est donc guidée que par la peur, ce qui l'amène à prendre des décisions sans réfléchir. En l'occurrence, son premier réflexe lorsqu'elle sent le vent tourner, c'est de faire tuer les hommes de Mike qui pourraient aider la DEA à remonter jusqu'à elle. Face au refus de Mike, elle mettra sa tête à prix, ainsi que celle de ses hommes. Mauvaise stratégie, Lydia. Ce qui rend Lydia dangereuse, c'est que ce n'est pas une criminelle endurcie. C'est une madame tout le monde qui a trouvé le bon filon pour se faire un paquet d'argent et qui est désormais en proie à la panique car elle n'est absolument pas prête à assumer les conséquences de ses actes. Mike, qui connaît très bien Lydia et sait donc à quel point elle peut lui causer du tort, prendra donc la décision radicale de la tuer. Mais il se ravisera néanmoins lorsqu'il réalisera qu'elle peut lui être utile en lui fournissant la méthylamine dont Walt et Jesse ont désespérément besoin. Cette saison, c'est donc celle des alliances forcées pour Mike. D'abord Walt, ensuite Lydia, il fera ce qui est nécessaire pour le bien de ses hommes, là où Walt et Lydia feront au contraire ce qui est nécessaire pour leur bien personnel. C'est là toute la différence entre Mike et ses opposants. Ainsi, très vite, le conflit éclate entre Walt et Mike quand ce dernier récupère un pourcentage sur leurs 3 parts pour payer ses hommes et que Walt refuse. Il y a d'un côté un homme raisonnable qui fait face à ses responsabilités et de l'autre un homme capricieux et purement égoïste. Suite à ce face-à-face plus que tendu à l'issue duquel Walt aura finalement cédé, ce dernier repensera à Victor, la victime du coup de cutter de Gus. Déclarant à Jesse que si Gus l'avait tué en réalité, c'était parce qu'il avait tout repassé son rôle en tentant de cuisiner la mette. Maybe he flew too close to the sun. Et pour Walt, à l'heure actuelle, Icar, c'est Mike. De son point de vue, en lui tenant tête, en prenant son argent, Mike outrepasse les limites et risque lui aussi de se brûler les ailes. He handles the business. And I handle him. L'un des nombreux problèmes de Walt, c'est qu'il ne supporte pas de devoir rendre des comptes. Il n'aspire qu'à être une sorte d'autorité suprême. Il pensait que ce serait le cas sans Gus, mais c'est désormais au tour de Mike de poser problème dans l'équation. Walter, the last thing I need to do is listen to you. Now sit down. Car Mike n'est pas Jesse. Walt ne peut pas le manipuler tel une marionnette. Mike est beaucoup trop malin et expérimenté pour ça. Il est bien meilleur que Walt à ce jeu, et Walt le sait. Il se sent donc menacé, comme à chaque fois qu'il a affaire à quelqu'un de plus malin que lui. Au milieu de ce conflit, le pauvre Jesse, donc, tiraillé entre ces deux figures paternelles, mais qui n'a pas assez de discernement pour comprendre que Walt le manipule depuis toujours. Chose dont Mike est quant à lui pleinement conscient. Just look out for yourself. Après avoir convaincu Jesse que Gus avait empoisonné Brock alors qu'il en était lui-même coupable dans la saison précédente, Walt le pousse désormais à quitter Andrea, faisant ainsi en sorte qu'il soit pleinement investi dans leur affaire. Jesse semble néanmoins se satisfaire de cette situation, reprenant la cuisine avec Walt comme au bon vieux temps, jusqu'à ce que tout finisse par dégénérer dans l'épisode Death Freight, pendant le fameux braquage du train. Un épisode riche en rebondissements en tout genre, sur lequel l'équipe a fait un travail remarquable. Une vraie course contre la montre où tout se joue à la seconde près, qui fait que l'on reste cramponné à son siège pendant toute la durée du braquage. Une séquence véritablement captivante et qui se démarque stylistiquement du reste de la série, plutôt adepte des plans d'ensemble relativement long et fixe. Ici, on enchaîne les plans rapprochés sur les nombreuses actions que les personnages doivent accomplir en un laps de temps très court, permettant de mettre en avant l'urgence de la situation. Mais malgré une tension palpable, ils parviennent à atteindre leur but, et le train repart sans que les conducteurs n'aient remarqué quoi que ce soit. Tout se déroule donc sans accroc, à un détail près. Après toutes ces aventures, ce shoot d'adrénaline plus qu'enthousiasmant, arrive la chute. Le retour à la réalité de ce monde criminel où tout peut basculer en un instant. No! 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 Jesse aime les enfants et s'est toujours montré très protecteur vis-à-vis d'eux. Il y a eu son frère, puis le fils de Spooge, puis Brock. Autant dire que le meurtre du jeune Drew Sharp va le ronger de l'intérieur et faire naître une haine viscérale envers ce sociopathe de Todd, extrêmement bien interprété par Jesse Plemons qui apporte un air paradoxalement très innocent au personnage. Shit happens, huh? Cet accident, c'est la goutte d'eau pour Jesse, qui comprend enfin qui est véritablement Walter, qui prétend être bouleversé par ce drame, mais que Jesse surprend en train de siffloter comme si de rien n'était. Sa conscience prend alors le pas sur sa fidélité envers Walter, et il décide de quitter l'organisation. Une nouvelle que Walt n'accueillera bien évidemment pas avec le sourire. Car le deuxième problème de Walt dans cette saison, c'est sa situation familiale. Alors oui, Walt a tué Gus. Oui, il pense être au sommet. Bref, son ego est gonflé à bloc. Mais pour autant, il a perdu tout ce pourquoi il s'était lancé dans cette entreprise au début de la série, sa famille. There's no better reason. Ce
Skyler, profondément choquée par les événements concernant Gus, prend désormais la pleine mesure de qui est son mari, ce qui la terrifie profondément. Désespérée, bien consciente qu'elle n'a plus aucun contrôle sur la situation ni aucune échappatoire, le personnage plonge dans une profonde dépression. En réalité, plus Walter devient puissant, et plus Skyler devient quant à elle impuissante face aux événements. Le face-à-face entre les deux personnages suite à sa baignade nocturne, alors que Walt a compris qu'il s'agissait d'un stratagème pour éloigner les enfants de lui, s'avère tragique pour Skyler, qui exprime enfin toute sa détresse. La scène est quant à elle particulièrement bien chorégraphiée. Si Rian Johnson voulait dans un premier temps que les deux personnages restent immobiles, son scénariste Sam Catlin lui a suggéré que Skyler se lève, rendant la scène bien plus dynamique et oppressante. Car où qu'elle aille dans la pièce, Walt la suit et finit par la coincer, ce qui représente parfaitement le calvaire du personnage, qui n'a nulle part où aller. All I can do is wait. Wait for what? What are you waiting for? For the cancer to come back. Une superbe performance et un personnage profondément humain contre lequel une partie du public a versé sa haine pour des raisons qui m'échappent. Je veux dire, le méchant de l'histoire, c'est Walt, hein, vous savez, le trafiquant de drogue qui empoisonne des gosses. Ainsi, et comme d'habitude, Skyler fait de son mieux pour assurer le bien-être de sa famille, dont Walter ne fait désormais plus partie. Alors quand il apprend que Jesse veut tout arrêter, il se sert de ça pour le faire culpabiliser, tentant une fois de plus de le manipuler. This business is all I have left now. And you want to take it away from me. C'est toute son opération qui est sur le point de prendre fin en réalité. Car si Jesse veut partir par principe moral, Mike, lui, s'en va également, car la DEA est sur son dos. La DEA dans laquelle Hank a pris du galon. En début de saison, George Merkert, le chef du bureau d'Albuquerque, est poussé vers la sortie. Pour cause, il n'est pas arrivé à coincer Fring, qui était juste sous son nez. Il était même ami avec ce dernier. L'ironie de la situation est assez cocasse quand on sait que Hank, quant à lui, ne parvient pas à démasquer son propre beau-frère. Toujours est-il que c'est lui qui hérite du poste. Il se trouve donc désormais à la tête du bureau d'Albuquerque. Toujours aussi investi, Hank met toutes les ressources de la DEA à disposition de cette affaire, cuisinant les fameux 11 hommes de Mike et Mike lui-même. Et face à cette pression, ce dernier ne peut tout simplement plus courir le risque de travailler avec Walt et Jesse. Cependant, ça ne change pas le problème de base. Il a toujours besoin d'argent pour ses hommes et pour Kaylee. La solution est toute trouvée. Vendre la méthylamine à des clans, trafiquants de meth basés en Arizona. Ce qui signifie donc mettre fin à toute l'opération, car sans méthylamine, Walt sera contraint de tout arrêter. Une situation qui ne lui convient absolument pas, car elle fait remonter de vieilles frustrations concernant son passé au sein de l'entreprise Grey Matter, dirigée par Elliot et Gretchen Schwartz, qui vaut aujourd'hui des milliards et qu'il a quitté à l'époque pour seulement quelques milliers de dollars. Il refuse donc de faire à nouveau cette erreur en mettant fin à son activité, car elle sait très bien qu'elle va lui rapporter gros. I'm in the empire business. Tout est toujours une question d'ego avec Walt. La réussite, voilà ce qui lui importe. Il veut bâtir son empire et obtenir le respect et la reconnaissance de ses pairs. I'm the man who killed Gus Fring. Ainsi, il force la main à Mike et Jesse pour envisager une autre solution. Une solution dans laquelle il garde la méthylamine, continue de cuisiner et fournit la méthamphétamine à des clans qui se chargera de la distribuer. Et comme souvent, Walt obtient ce qu'il veut, non sans s'être assuré que des clans aient bien saisi à qui il avait affaire. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Walt se plaît à entretenir sa propre légende. Il aime que ses exploits soient reconnus. Il ne change pas le monde comme Grey Matter, mais il est le meilleur dans son domaine, et pour lui, c'est tout ce qui compte. Peu importe la nature purement amorale de ses actions. If you believe that there's a hell, we're already pretty much going there, right? But I'm not gonna lie down until I get there. Et c'est précisément sur ce point-là que les choses ne peuvent plus continuer du point de vue de Jesse, et que leurs chemins se séparent malgré l'insistance de Walt de conserver son partenaire. Jesse parvient donc enfin à se libérer une fois pour toutes de son emprise, s'émancipant de cet homme qui ne lui a jamais vraiment voulu de bien. If you leave, you get nothing. You understand me? Nothing! Concernant Mike, les choses prennent malheureusement une tournure tragique pour lui lorsque son avocat, chargé de payer les 9 hommes restants, se fait prendre la main dans le sac par la DEA et passe aux aveux. Mike est donc contraint de quitter Albuquerque en catastrophe après une séquence déchirante où, alors que la police arrive, il réalise qu'il n'a d'autre choix que d'abandonner sa petite fille dans le jardin public. Une scène avec laquelle Banks était en désaccord. Selon lui, Mike n'aurait jamais abandonné sa petite fille. Mais étant donné qu'il respecte ses scénaristes, il n'a pas insisté auprès d'eux. Avant de partir, Mike a cependant droit à un dernier face-à-face avec Walt qui lui demande les noms de ses 9 hommes. Sans Mike ni son avocat pour leur fournir leur prime de risque et sachant que Walt n'a aucunement l'intention de les payer, ils vont vite devenir un danger pour lui. Il doit donc obtenir ses renseignements. Mais bien évidemment, Mike refuse et finit par exploser, exprimant pleinement toute son aversion envers Walt. If you'd done your job, known your place, we'd all be fine right now. Tout pourrait s'arrêter là et leurs chemins se séparaient définitivement, mais non. Car Mike a commis une terrible erreur. Il a blessé l'ego de Walt, lui rappelant qu'il n'est rien de plus qu'un petit homme ambitieux qui ne sait pas tenir sa place. Un élément déclencheur qui pousse Walt à commettre l'irréparable. Agissant sous le coup de la colère et de l'impulsivité, il se saisit d'un pistolet et tue celui qui le connaissait mieux que personne. Et c'est ainsi que meurt l'un des meilleurs personnages de cette série pourtant riche en personnages fabuleux. À l'origine, Mike, c'était un accident. Rien de plus qu'un personnage de secours créé pour pallier à l'absence de Bob Odenkirk sur la saison 2. Mais il est devenu tellement plus que ça. Pour résumer, Mike est exactement ce que Walt prétend être. Un criminel qui agit uniquement dans le but de subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'est pas un homme mauvais, même s'il a évidemment fait de mauvais choix. C'est un homme qui a fait de mauvaises choses avec de bonnes intentions, soit l'opposé de Walt. Tu m'étonnes qu'il puisse pas se blairer.
Sans Mike dans l'équation, Walt peut désormais passer à l'action et se débarrasser de ces hommes dont il a obtenu les noms grâce à Lydia. Ainsi, en l'espace de seulement 2 minutes, il fait exécuter ces 9 hommes grâce au contact de Jack, l'oncle de Todd le sociopathe. Un véritable bain de sang qui ne lui fait ni chaud ni froid. Walt se contente simplement de retirer les mauvaises herbes. Comme je disais, il est comme Lydia, prêt à tout pour se couvrir. Suite à ce véritable massacre, Hank, qui a perdu toutes ses chances de faire la lumière sur cette affaire, est pire que dépité. Il est bouleversé, ce qui l'amène à se confier à Walt, le responsable de tout ça. Hank en vient alors à réfléchir à sa propre raison d'être, se remémorant son boulot étudiant ingrat qui consistait à passer l'été en pleine forêt pour marquer des arbres en attente d'être abattus et subissant chaleur et piqûres de moustiques. Si c'était loin d'être le job idéal, sa conclusion est pourtant sans appel. L'affaire Heisenberg aura eu raison de lui. Après s'être investi pendant des mois, il réalise qu'il ne pourra jamais mettre la main sur cet homme pourtant assis en face de lui. Cet homme qu'il refuse d'ailleurs de qualifier en tant que tel. Car c'est bien ce que Walt a fini par devenir. Un monstre, sans morale et sans pitié, prêt à abattre tous ceux qui se mettront en travers de sa route, et pour qui le meurtre d'un enfant n'est qu'un mal nécessaire. Il est bien loin le prof de chimie du premier épisode. Loin de se laisser abattre suite au départ de Jesse, Walt se remet rapidement au travail avec Todd, et c'est alors que Lydia lui propose de s'étendre à l'international. Ainsi, en l'espace de quelques mois, Walt bâtit enfin son empire et réalise son rêve. Tout semble parfaitement roulé et l'argent coule à flot, mais pourtant, il ne semble pas heureux. Il n'est toujours pas comblé. Bah alors? Faudra savoir ce que tu veux, mon gars. Que va-t-il faire désormais? C'est Skyler qui provoquera un électrochoc en lui montrant la montagne d'argent accumulée. Une somme impossible à calculer qu'elle ne sera jamais en mesure de blanchir. Bref, de l'argent qui dort et dont ils ne pourront jamais profiter. Alors à quoi bon continuer? Que lui apporte cette entreprise? Il a terminé son ascension, il ne pourra jamais faire mieux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a perdu la seule chose à même de le combler véritablement, sa famille. Et c'est ainsi que Walt prend la décision d'arrêter. Skyler a été la clé, la seule personne capable de le ramener à la raison. Walt abandonne donc le milieu criminel pour reprendre une vie normale, loin du danger, avec sa famille enfin réunie. Mais est-ce seulement possible? Le teaser de cette première partie de saison nous avait prévenu, les choses vont mal tourner. Walter va-t-il pouvoir couler des jours heureux après tous les actes horribles qu'il a commis? Peut-il simplement se retirer et reprendre une vie normale comme si de rien n'était? Non. Car dans Breaking Bad, rien n'est jamais sans conséquences. Comme le disait Skyler dans la saison 4, The devil is in the details, okay? One little mistake, one slip up in our story, that could ruin us. En l'occurrence, le diable se trouve dans un livre dédicacé par Gail Bettiker qui arrive entre les mains de Hank, qui aura vite fait de faire le lien entre le WW et son propre beau-frère. C'est le début de la fin. C'est exactement ce que représente cette saison. L'ascension finale de Walt, juste avant une chute qui promet de s'avérer particulièrement douloureuse. C'est encore une fois une superbe fournée d'épisodes que nous a préparé cette équipe de génie. Une première partie de saison sans fausse note théoriquement diablée, qui aurait pu souffrir de l'absence de Gus, mais qui permet au contraire de mettre en avant d'autres personnages passionnants comme Mike, et de se recentrer sur l'anti-héros ultime, Walter White. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!